Yo, which one? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un adage dit qu'un homme de bien est celui qui n'est ni un saint, ni un dévot, et qui s'est borné à n'avoir que de la vertu. Quand je parle de vertu, je parle de la fidélité, de la prudence, de la tempérance, du courage, de la justice, de la générosité, de la compassion, de la miséricorde, de la gratitude, de l'humilité, de la simplicité, de la tolérance, de la pureté, de la bonne foi, de l'humour et bien sûr du couronnement de tout, de l'amour. Nous recevons aujourd'hui un homme vertueux qui unit en lui, je sais que je heurte sa modestie, qu'à cela ne tienne, toutes ces vertus que je venais de citer. C'est aussi un homme de talent, de goût, de bon sens, qui a une très grande ouverture d'esprit et qui a occupé de hautes fonctions jusqu'à être Premier ministre de notre pays. En dehors de son parcours politique extrêmement éloquent, il fait de l'activité culturelle une dévotion. L'art et la culture l'accompagnent dans son errance à la recherche de la vérité et aujourd'hui, autant qu'il s'est généralisé, autant qu'il s'individualise. Son ascension multidimensionnelle fait de lui un référentiel dont le faire savoir et le savoir-faire se confondent dans une unité parfaite, l'unité du Bantou et du Gaulois qu'il revendique sans complaise. Vous l'avez deviné, il s'agit de son Excellence, Monsieur Henri Lopez. Monsieur Henri Lopez, bonsoir. Bonsoir. Excellence, j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous recevoir dans mon émission Scribe. Malheureusement, je n'ai pas insisté sur votre vie dans le temps. J'aimerais que vous nous en parliez afin que nos téléspectateurs puissent mieux vous découvrir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Une première présentation a été faite par la présentatrice. C'est une présentation qui est exagérée. Je ne suis ni un homme vertueux, encore moins saint. Et je crois que le téléspectateur lui-même fera la part de la réalité et de la courtoisie. Je suis né, ça commence à faire pas mal de temps, en 1937, le 12 septembre exactement, à Kinshasa. C'était Léopoldville à l'époque, puisque c'était l'époque coloniale. En fait, c'est ce que disent mes papiers, mais la réalité pourrait dire que je suis né à Maluku, puisque ma famille vivait à Maluku, à peu près 45-50 km au nord de ce qui est aujourd'hui Kinshasa. Et ma mère est venue à Léopoldville simplement parce qu'il y avait un hôpital là, et que c'est là que je suis né. Donc je suis quelqu'un qui est né à l'époque coloniale, dans une des colonisations les plus dures, les plus féroces qu'il y avait. Et comme beaucoup de mes contemporains, l'histoire qui a été la nôtre, celle de notre destin personnel, ne pouvait pas être prévue à partir des données qui étaient ceux de la période coloniale. Vous êtes né d'un père blanc et d'une mère noire. Votre métissage nous interpelle. Né à l'ère coloniale, pouvez-vous nous relater le climat socio-culturel de l'époque et l'environnement psychologique de votre enfance? Non, je ne suis pas né d'un père blanc et d'une mère noire. Je suis né d'un père et d'une mère métisse. Mon grand-père paternel devait être un Belge, malgré le nom que je porte. C'est un nom usurpé, parce que mon grand-père, d'après ce que m'a dit mon père, qui ne l'a pas connu, s'appelait Decamps ou quelque chose comme ça. Et ma grand-mère maternelle était du Bandundu. Et c'est elle qui a créé le patronyme de la famille. Parce qu'elle s'appelait Pessi ou Lopessa, on est dans la tradition orale la plus brumeuse. Et mon père
étant donné que sa mère est morte alors qu'il avait 3 ou 4 ans, s'est vu attribuer le patronyme de Lopez parce que les prêtres de Boma, où est-ce qu'il était à l'internat, pensaient qu'il prononçait mal Lopez quand il disait Pessi ou Pessa. Voilà comment je me suis attribué des ancêtres portugais. Et ma mère était métisse aussi, est métisse puisqu'elle vit toujours, elle a 89 ans. Et ma mère était née d'un père de Corse, qui était administrateur dans ce qui était à l'époque la préfecture de la Lima. Ma mère est née dans un village qu'on ne trouve plus sur les cartes aujourd'hui, qui s'appelait Mpala. Et ma grand-mère, que j'ai connue, elle a connu ses arrière-petits-enfants, puisqu'elle est morte alors que tous mes enfants étaient nés. Ma grand-mère, donc, était une Bagangoulou du village d'Ossio. Et c'est ces deux métissages, c'est de ces deux métissages que je suis issu. Vous avez fait vos études primaires à Brazzaville et vous les avez continuées en Ubangui-Chari. En véritable enfant de l'AEF, pouvez-vous nous parler de votre vie scolaire? Je vous parlerai plutôt de cette époque-là. Ma vie scolaire, elle ressemblait à celle de tous les enfants de cette époque-là. Oui, c'était un cadre qui dépasse les frontières des pays actuels de l'Afrique centrale. On pouvait se rendre facilement pour des raisons de travail, et c'est ainsi que j'ai eu à me rendre à Bangui, parce que ma mère, qui cherchait du travail, j'ai oublié de dire que ma mère s'est séparée de mon père alors que j'avais 3 ans. Et ma mère est revenue donc à Brazzaville, et y cherchant du travail, elle a été emmenée à en trouver à Bangui, et je l'ai suivie là-bas. Alors qu'est-ce que je garde de cette époque? Bien sûr des paysages, mais je garde surtout le fait que j'étais un parfait multilingue à 5 ou 6 ans. Parce que je parlais le lingala, que mes parents parlaient. Je parlais le monokutuba parce que à l'époque c'était la langue la plus parlée à Brazzaville. Et puis je parlais le sango parce que je jouais en sango. Et je constate avec beaucoup de tristesse qu'aujourd'hui il me reste de ces 3 langues qu'une seule, le lingala, que je comprends seulement le monokutuba et je le parle de manière affreuse, et que j'ai complètement oublié le sango. Et souvent, ça me plonge dans une réflexion qui est la suivante. Je me dis, mais enfin, tu avais la chance, sans avoir appris ces langues dans des grammaires, de parler 3 langues comme ça, et d'associer 3 cultures quand tu étais un enfant, et à ces 3 langues s'ajoutait le français. Et aujourd'hui, tu parles plusieurs langues européennes, le français, l'anglais, l'espagnol, et tu ne parles qu'une langue africaine. Et il y a là comme un peu une perte d'un certain nombre de richesses que l'enfant que j'étais possédait. Et en même temps, je crois que j'en tire l'explication du fait que nous, Africains, nous apprenons facilement les langues. On trouve autour de nous beaucoup de compatriotes qui parlent le russe, qui parlent le chinois, etc. En Europe, ça éblouit les gens. Eh bien nous, c'est parce que nous avons appris les langues sur le terrain, en situation réelle, sans qu'il y ait un professeur qui nous donne des règles de grammaire, etc. Et en même temps, cela nous permettait de comprendre que passer d'une langue à l'autre, c'est ne pas faire de la traduction, mais c'est être en situation, c'est avoir la capacité d'imiter une autre langue. Et cela, je crois que c'est une richesse qui existe et que nos enfants, qui parlent plusieurs langues, parce qu'il en existe beaucoup, doivent entretenir. Excellence, merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant de vous prêter à nos questions. Ceci étant, vous avez poursuivi vos études secondaires au lycée Clémenceau à Nantes et vous avez obtenu votre bac série C. Nous sommes encore à l'époque coloniale, vous êtes un métis, considéré par le blanc comme étant un homme de couleur.
Cela devait être difficile d'être dans une salle de cours à l'époque de l'école française, n'est-ce pas? Oui, j'arrive en France en 1949. Ceux qui sont partis du Congo avant moi, en 1947, premier groupe, 1948, le second, sont partis en tant que boursiers. Moi, ce sont mes parents qui m'ont emmené et ils m'ont mis à Nantes, une ville de l'ouest de la France. Et là, effectivement, ça a été d'abord le sentiment que peut, comment dirais-je, avoir un enfant de 11 ans qu'on laisse à l'internat dans un monde qui lui est complètement inconnu. Aujourd'hui, tous les enfants africains, quand ils arrivent en France, ce n'est pas vraiment l'étranger parce qu'ils ont vu la France à la télévision. Leurs parents peuvent venir tous les mois, quelquefois de manière plus fréquente, etc. Tandis que nous, c'était comme d'aller dans la Lune. On allait dans un univers qu'on ne connaissait pas. On en avait juste aperçu des bribes au cinéma. Et j'arrive là dans cette cour de lycée, et effectivement, où il n'y a que des blancs. Il y a bien quelques noirs, mais ils sont dans d'autres classes. Et ça a été un drame au départ. Mais alors, par rapport à la race et la situation coloniale, eh bien, figurez-vous qu'arrivé en France, de ce point de vue, nous avions une consolation. Parce que, autant, si j'avais été dans un établissement secondaire ici au Congo, j'aurais été la victime du racisme, de l'ordre raciste qui existait dans la société coloniale. Arrivé là-bas, il y a de la curiosité. Quand on jouait au football avec mes collègues, ils m'appelaient tantôt Bamboula, tantôt Ben Barek, parce que Ben Barek était un grand joueur de football qui jouait dans l'équipe de France et qui était un Marocain. Ou bien Sidi Cacahuète, parce que ma couleur un peu chocolat faisait qu'on pouvait me prendre pour un arabe. Et alors tout ça, je souffrais. Mais à côté de ça, la différence qu'il y avait avec notre situation en Afrique, c'est que quelqu'un pouvait vous lancer ça dans la cour de récréation, mais quand on sortait, quand on était devant les professeurs, il n'y avait plus de race qui existait. Et ce sentiment d'égalité, nous l'avons trouvé en France. Dans mon cas, par exemple, j'ai une famille de correspondants qui venaient tous les dimanches me chercher, me sortaient du lycée, m'emmenaient avec eux, me ramenaient le dimanche soir. Et je crois que ça a été, au fond, la France, ce qu'on appelait la métropole à l'époque, nous a éduqués contre la colonisation. Parce que ça nous emmenait à réfléchir, à penser, mais comment se fait-il qu'ici, nous soyons considérés comme égales aux Blancs? Et j'oublie de dire que quand je suis arrivé, parce que je suis parti par bateau, quand je suis arrivé au bout de 3 semaines, après avoir quitté Pointe-Noire sur le port de Marseille, alors je cherche les Noirs. Je n'en vois pas. Or, dans la colonie, les Blancs, même quand ils n'avaient aucun diplôme, étaient automatiquement les patrons. Et jamais ne faisaient de travail manuel. Et alors je regarde, je dis, mais qui fait le travail manuel là? Et là, c'est le Blanc. Alors vous vous rendez compte que cette hiérarchie qu'on nous avait enseignée, qu'on nous imposait, que le Blanc est supérieur, qui ne peut pas s'abaisser à un travail manuel, eh bien on s'aperçoit que c'est tout un monde. Et c'est pour ça que les étudiants ont été un peu à la pointe du mouvement de libération, parce qu'ils essayaient de faire comprendre, ils disaient à leurs parents, à leurs frères, à leurs amis, mais vous savez, là-bas, on est traité différemment. Nous revivions, au fond, le chemin qu'avaient parcouru un certain nombre d'Africains. Je pense à Matswa. Aujourd'hui, quand on parle de Matswanitz, on y voit une connotation religieuse, une connotation. Mais à l'époque, au départ, Matswa, c'est pas ça. Matswa, c'est un soldat qui va pour la guerre de 14-18, il arrive un peu en retard, il est démobilisé en France, et il s'aperçoit, comme nous on s'apercevra lorsque nous étions étudiants, qu'on est traité d'égal à égal. Et
parce que je veux le répéter pour la nouvelle génération qui m'écoute, c'est que à l'époque coloniale, un blanc pouvait taper un noir sans être poursuivi en justice. Le noir ne pouvait même pas aller lui dire. Arrivé en France, c'est différent. Et nous nous apercevons que le blanc de France nous dit qu'il est hostile aux blancs des colonies, parce qu'il trouve que c'est des gens qui font facilement leur vie, qui les exploitent. Alors tout ça a nourri les sentiments d'indépendance, de désir d'indépendance. Au début, c'était le désir simplement d'avoir l'égalité, un peu comme les Noirs d'Amérique, c'est-à-dire d'être citoyen français. Et c'est devant l'entêtement de l'administration coloniale que les idées d'indépendance sont nées. Au fond, donc, le voyage en France a été, à côté de ces aspects extrêmement durs pour les enfants que nous étions, la première subversion. La colonisation a créé par ce système la subversion en son propre sein. Son Excellence, est-il possible que vous nous parliez de votre parcours scolaire? Et si possible, dites-nous aussi quel genre d'élèves et étudiants étiez-vous? En parcours scolaire, j'ai fait donc toutes mes études secondaires au lycée de Nantes. J'y passe mon bac. À l'époque, il y avait 2 bacs. Premier bac et un deuxième bac. Et je vais à Paris, où je fais préparation aux grandes écoles, en l'occurrence préparation à Normal Sup. Je ne reste qu'une année, le rythme ne me convient pas. Je vais à la Sorbonne, où je prépare une licence d'histoire. Je fais un DES d'histoire et je ne vais pas au-delà. Si je fais bien la préparation au CAPES et à la Grecque qui sont infructueuses, et je suis motivé, animé par un désir. L'Afrique, entre-temps, est devenue indépendante. J'ai passé mon bac en 57, elle ne l'est pas. Quand je termine ma licence et mon DS, nous sommes en 1962. Et à ce moment-là, l'Afrique est indépendante. Et une seule idée nous habite depuis 1958, parce que la Guinée, elle a été indépendante en 1958, c'est de retourner dans nos pays. Nous sommes la première génération de cadres. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quelle était notre attitude par rapport aux études? Il y avait un désir, une discipline, d'abord qui nous était inculquée par nos parents. En tous les cas, mes parents me disaient toujours, tu dois être le meilleur en classe parce que tu n'es pas blanc. Et il faut montrer aux blancs qu'on est de la même valeur qu'eux. Donc il y avait ce désir-là. Deuxièmement, ensuite, très tôt chez moi, j'ai eu la conviction que l'important n'était pas le diplôme, mais ce qu'on faisait, des connaissances que nous avions. Et je voudrais ici vous raconter une histoire qui m'est arrivée parce que je la trouve particulièrement enrichissante et elle m'a toujours poursuivi. Je n'avais pas encore ma licence. Dans les études d'histoire, à cette époque-là, on devait passer 3 certificats d'histoire et un certificat de géographie. Et moi, la géographie n'était pas mon fort. Et au certificat de géographie, voilà que j'étais malade. J'avais dû m'arrêter. J'avais eu la tuberculose. C'est là que j'ai connu Nzé. À la suite de ça, lui et moi, nous nous sommes trouvés sur la même chambre à l'hôpital universitaire. Et là, quand j'ai eu la tuberculose à l'époque, j'ai cru que c'était comme un cancer. J'ai cru que j'allais mourir. Et puis, alors je découvre qu'il y avait les antibiotiques et qu'on pouvait être sauvé. Et tout ce que ça représente, psychologiquement, ma maladie avait été déclarée quelques mois avant la date des examens. Et je n'étudie pas, je ne fais pas mes révisions avec le même entrain. Et à ma grande surprise, je suis admissible au certificat de géographie. J'ai dit, diable, je suis à l'hôpital de la cité universitaire. Et comment je vais faire pour l'oral? J'apprends vite l'oral et je tombe sur un sujet qui était dur, même pour ceux qui se spécialisaient en
en géographie, c'était les plaines de niveau de base. Et le professeur qui me pose ça était un grand maître à la Sorbonne, Dresch, grand spécialiste du monde tropical, et de surcroît communiste. Quand nous faisions des manifestations, il était à la tête des étudiants. Et je me dis, bon, avec Dresch, il va comprendre, je lui raconte ma petite histoire, quand il voit que je bafouille. C'était à l'oral, encore une fois. Et Dresch me colle, et je fonds en larmes. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur, ressaisissez-vous? Alors j'ai dit non, alors je lui raconte mon histoire, vous savez, je n'ai pas pu préparer mon oral, blablabla. Et il me dit, mais ce n'est pas une excuse, monsieur. Et je vous colle parce que vous êtes un Africain. J'ai dit, quoi? Dresch est donc raciste? Et il me dit, je vous colle, il poursuit, je vous colle parce que vous êtes Africain, et qu'étant Africain, vous devez être parmi les meilleurs. Et demain, vous allez faire partie de la première génération de votre pays, donc vous ne devez pas être médiocre. Vous êtes malade, oui, travaillez pendant vos vacances, et à la rentrée de septembre, bon, j'ai eu mon certificat en septembre, mais j'ai gardé ça comme discipline, et je dis que Dresch a été quelqu'un qui a semé quelque chose de plus important que les cours qu'il nous faisait à la Sorbonne. Et le jour où il est mort, j'ai regretté, je me trouvais loin de Paris, j'ai appris ça par la presse. J'aurais bien aimé aller à ses obsèques pour lui rendre hommage et le remercier de m'avoir collé. Son Excellence, le Congo est à l'heure des indépendances. Quelle est votre appréciation de la période de la colonisation, de la période pré-indépendance et de l'indépendance elle-même? Vous posez votre question au présent. Je lis le présent passé et le présent actuel. À l'époque, ma vision de la colonisation était une condamnation sans réserve et sans aucune nuance. Et c'est vrai, parce que nous voulions sortir d'où nous étions. Et aujourd'hui, quelle est mon opinion de tout cela? Je crois qu'il fallait que le Congo, les pays africains deviennent indépendants. Mais aujourd'hui, je pense aussi qu'il ne faut pas jeter, comme on dit, avec l'eau sale l'enfant. La colonisation a aussi été un contact de culture, et il y a un certain nombre d'éléments culturels que le colonisateur nous a emmenés. On ne va pas refaire le procès des intentions réelles du colonisateur, mais qui est un fait et qu'il faut conserver. Alors vous me posez la question de savoir, est-ce que nous étions capables de gérer l'indépendance? À cette époque-là, on disait oui. Et le Congo a très vite été un pays dans lequel, ou au contraire d'un certain nombre d'autres qui avaient fait un autre choix, tout en étant indépendants, où on a mis tout de suite au poste de commande les jeunes générations. Mais le fait d'avoir été à l'université ne vous prépare pas à la gestion d'un pays. Et ceux qui m'ont entendu à la conférence nationale en 1991, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais la seule chose dont je me souviens, c'est que j'ai dit ou commencé par ces mots, je me suis trouvé aux affaires en sortant de l'université et je ne savais rien. Parce que la connaissance livresque est une chose, la connaissance de la vie est autre chose. Alors, est-ce qu'il aurait mieux valu que nous soyons, comme dans certains pays, soit chapeautés par les Français, puisque nous avions été colonisés par les Français, ou avoir en doublure des Français? Idéalement, on peut dire oui, ça nous aurait aidé. Et aujourd'hui, dans le cadre de la coopération, nous essayons de faire cela. Mais les choses n'étaient pas pareilles à cette époque-là. Parce que les Français qui voulaient venir en Afrique, ce n'étaient pas ces métropolitains dont je vous ai parlé, que nous avons rencontrés en France. C'était des gens qui avaient l'esprit colonial. C'est des gens qui n'avaient pas confiance en nous. Des gens qui pensaient qu'on allait faire des bêtises. Et des gens qui étaient aigris
de ne plus se trouver au même poste. Donc, au fond, nous n'avons pas eu le choix. Et peu importe, mais nous avons appris. Ou du moins, nous avons eu la possibilité d'apprendre. Parce que certains d'entre nous, peut-être, n'ont pas tiré profit de cette richesse que ça a été, et d'autres en ont tiré profit. Quelles étaient les conditions pour en tirer le profit? Je crois que c'est une condition qui doit être une discipline dans la vie, c'est estimer toujours qu'on ne sait rien. Moi, à tous les postes où j'ai été, même quand je pensais avoir de l'expérience, je me disais, bon, il faut réapprendre. Il faut réapprendre avec tes collaborateurs, il faut apprendre avec ceux qui sont là. Et il faut apprendre en étudiant, en lisant, etc. Et de ce point de vue, je crois que notre génération, je ne juge pas si nous avons été bons ou mauvais, mais nous avons eu une chance extraordinaire, votre génération n'a pas, c'est que nous avons eu la possibilité d'apprendre et de nous faire les conférences internationales auxquelles nous allions, les gens avec lesquels nous négocions. Quelquefois, j'avais l'impression dans des négociations, quand j'étais au gouvernement, que j'étais incapable, que j'étais un analphabète face aux autres. Mais petit à petit, à la négociation suivante, je venais moins en analphabète. Donc ça a été, je crois, que la politique, les responsabilités ont été une bonne école, et je pourrais citer certains des compatriotes qui n'ont pas été très loin dans leurs études, mais qui ont beaucoup appris à travers la gestion des affaires. Vous étiez aux Antilles, cela est vrai. Cependant, vous avez entendu parler de lui. Que vous inspire son règne? Et comment j'ai entendu parler de lui? Étant étudiant, toutes nos actions étaient dirigées contre lui. J'avais été membre du comité exécutif de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, où nous appelions tous les chefs d'État africains, y compris Houphouët-Boigny, Senghor, etc. On disait que c'était les fantoches. Et parmi les grands fantoches, nous mettions Youlou. Et donc, par rapport à ça, j'avais une position, et une position de militant. Alors, ensuite, à travers toute l'histoire, quand je regarde l'histoire de notre pays, etc., j'ai tendance à dire que nous avons été durs et injustes à l'égard de Youlou. Ce n'était pas les meilleurs des gouvernements, mais peut-être que nous l'avons un peu noirci. Cela, je l'ai compris quand moi-même je suis devenu au pouvoir, en voyant comment l'image que nous projetons auprès du peuple, auprès des étudiants, etc. Et je suis sûr que le même phénomène doit se produire aujourd'hui. Les étudiants, ce sont des jeunes gens, et les jeunes gens sont beaucoup plus exigeants. Donc, ils nous jugent sévèrement, et ils nous jugent à partir simplement de certains éléments. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire, mais je crois que le peuple congolais l'a compris, puisque ensuite nous avons fait revenir Youlou. Il était mort dans son cercueil, mais c'est sous Marien Gouabi, souvenez-vous, que le retour du président Youlou est organisé. Et il se trouve que j'étais à ce moment-là ministre des Affaires étrangères. Et c'est à moi qu'a échu cette tâche de préparer le retour de Youlou d'Espagne, à la demande de sa famille, d'Espagne en France. Voilà, mais je crois que beaucoup d'événements en histoire ont été faits comme ça. C'est pas la perception ou l'idée que les gouvernants ont de leur action qui est importante, mais l'idée que se fait l'opinion. Et les gouvernements doivent toujours avoir ça à la tête. Dire, je fais bien, je crois bien, mais qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que l'image que je projette, il faut se soucier de l'image qu'on projette sans démagogie. Et si on persiste à penser que l'image reçue par l'opinion est fausse, alors il faut s'expliquer. Il faut expliquer ce que le peuple ne comprend pas. Il ne faut pas
mépriser le peuple. Et je ne veux pas faire de leçons de morale, je n'ai pas été capable de faire ça. Moi, je l'ai appris après, en me retirant. Dans la méditation, c'est beaucoup plus facile. Vous avez parlé de la féance. Qu'est-ce que c'est la féance? Vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, c'était la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Au départ, c'était un syndicat étudiant qui défendait les intérêts des étudiants. Et les étudiants de toutes les colonies françaises, africaines notamment. Les Malgaches avaient une autre organisation. Très vite, la FEANF s'est transformée de mouvement syndical en mouvement politique. Officiellement, nous étions un syndicat d'étudiants, mais toutes nos analyses étaient politiques. Et nous étions là, les étudiants de l'Afrique entière, sauf les anglophones qui avaient leur association qui s'appelait la WASU. Ils étaient à Londres, c'est-à-dire West African Student Union, et on se retrouvait dans des réunions internationales. Et alors, quels étaient les objectifs de la FEANF? Premièrement, l'unité africaine et l'indépendance dans l'unité. C'est pour ça qu'on a été contre, au départ, cette cascade d'indépendance qui ne se faisait pas dans l'unité. Et nous avions des actions politiques, quelquefois, qui frisaient la clandestinité. Par exemple, la FEANF était en liaison avec l'Union générale des étudiants musulmans algériens qui, eux, combattaient effectivement dans la clandestinité en liaison avec les maquis du FLN, et nous les aidions. Donc, et plusieurs fois, puisque la censure existait à ce moment-là en France, il faut le rappeler, c'était déjà une démocratie, mais une démocratie encore avec la censure. Faut pas, je me souviens, j'étais en lettres supérieures à Henri IV, quand le manifeste des 121 est sorti à propos de la torture en Algérie, et ce manifeste a été interdit dans la presse. Et c'est le Canard enchaîné qui l'a publié en tout petit, et avec une loupe on pouvait le lire. Vous voyez donc, cela relative aussi un certain nombre de choses, et cela nous permet de comprendre que la démocratie est un processus évolutif et continu. En juillet, Marien Ngouabi fait un coup d'État qualifié d'insurrection par la gauche congolaise. Massamba Deba est renversé, les forces révolutionnaires de l'époque créent le Conseil national de la Révolution. Il semble que vous aviez pris une part active à l'activité du CNR. Peut-être même que vous êtes cofondateur du PCT avec Marien Ngouabi. Peut-on savoir vos motivations? Vous dites que le 31 juillet, ça a été un coup d'État. Ce n'est pas la perception que nous en avions, nous qui y avons participé. Ça aurait été un coup d'État si ça avait été quelque chose préparé, concocté par des militaires, avec un effet de surprise. En fait, depuis plusieurs mois, Brazzaville et le Congo vivent sous un régime absolument infernal. Je cite simplement un certain nombre de cas. Pour remonter même à 1963, il y a eu l'assassinat inexpliqué de Matsokota Poabou et Mantieme, qui a mis comme une espèce de chape de plomb. Et il n'y a jamais eu d'explication à ces assassinats. Et cela a emmené des divisions et à prendre des distances parmi ceux qui se disaient révolutionnaires par rapport à Massamba Deba. Et puis, il y a un certain nombre de camarades, comme nous nous appelions, je pense à Pierre Nzé par exemple, qui diffuse un tract pour demander des explications là-dessus. Pierre Nzé est mis en prison, il est jugé, la cour le relaxe, 48 heures après, il est mis en prison. Muntol, Tiller, est arrêté, on ne sait pas bien pourquoi. Je vous ai dit que nous, après notre lettre, on nous a dit qu'on était menacés. Donc, à partir de là, il y a eu tout un mouvement, mais qui ne comprenait pas que les militaires, qui comprenait la jeunesse, qui comprenait les étudiants, qui comprenait ce qui, à l'époque, était la défense civile. Et c'est tout cet ensemble d'éléments qui va se soulever et qui va dire
qu'on en a assez. Il y a un petit groupe qui résiste d'ailleurs, qu'on appelle le camp du Biafra, qui se trouvait du côté de la météo, et avec lesquels il y a eu échange de feu. Et finalement, Ngouabi est plutôt accueilli comme une espèce de libérateur. Alors, on n'a pas le temps de faire l'analyse de tout cela, mais je voulais quand même le dire que le choix des termes est peut-être pas partagé par tout le monde. Et je crois qu'il y a eu une dérive à l'époque de Massamba, qui était une dérive tribaliste, une dérive aussi qui a voulu être très dictatoriale. Bon, puisque je suis sur la sellette aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée. J'étais directeur général de l'enseignement, et un jour, mon ministre me convoque et me dit, hier au Conseil des ministres, on a dit qu'il fallait faire le tour de tous les chefs de service et voir ceux qui avaient des nationalités douteuses. Et c'est une forme d'épuration ethnique. Et je dis à mon ministre, bon, très bien, et après, il me dit, ben, tu es un de ceux dont on a parlé, peux-tu prouver ta nationalité? Alors j'ai dit, bon, mais vous êtes au pouvoir, vous avez la possibilité de trouver quelle est ma nationalité. Est-ce que je peux écrire une lettre au Conseil des ministres? Et le ministre dit oui. Et je demande au ministre, est-ce que tu liras ma lettre? Oui. Et je dois reconnaître qu'il s'agit de Lévi Makani. Il a tenu parole, il a lu ma lettre au Conseil des ministres. Et dans cette lettre, je disais notamment, vous me demandez quelles sont mes origines, et je reprenais la formule d'Einstein, comme vous, je descends du singe. Et ça a mis certains ministres en colère. J'ai été convoqué par Massamba Déba. Et on était peu de cadres à l'époque. Donc le président de la République m'a reçu. Et il m'a dit, mais pourquoi vous avez pris ça sur ce ton? Il faut comprendre, moi je connais bien vos parents, etc. Mais c'est un mouvement, etc. Mais j'étais heureux d'avoir marqué le coup quand même. Bon, ça c'est un certain nombre de choses auxquelles on a assisté. Je crois qu'il y a eu plusieurs Massamba Déba. Il y a eu un Massamba Déba qui était un homme d'ouverture, etc. Et puis un Massamba Déba ensuite qui a été pris par un cercle autour de lui. Je me demande, c'est une interprétation personnelle, si les assassinats auxquels j'ai fait allusion, et dont je ne crois pas, dont il était responsable, ne l'a pas emmené à se méfier de son entourage. Les noms qu'on cite dans de cet assassinat sont d'autres noms. On en a reparlé à la conférence nationale. Je ne veux pas me substituer à la conférence nationale et je laisse à chacun le soin de se reporter à ce qui y a été dit. Et à propos de la cofondation du Parti congolais du travail? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, comment ça s'est formé le président Ngouabi, nous avions l'impression, je le dis avec tout le respect et surtout toute l'affection que j'avais pour lui, parce que j'ai une grande admiration pour lui. On avait toujours l'impression que quand arrivait la période des fêtes de fin d'année, il s'ennuyait et il voulait nous faire travailler. Et donc, vers la fin du mois de décembre, nous sommes un certain nombre à être appelés. Et on dit, voilà, on va créer un nouveau parti, un nouvel hymne national, un nouveau drapeau, etc. Et bon, nous nous sommes laissés embarquer là-dessus. Et donc, on m'a demandé, toi, tu écris de la poésie, tu vas écrire l'hymne. Et j'étais pas du tout fier de ce que j'ai fait. Et à mon grand étonnement, ça a été pris. Et pendant quelques années, c'est l'hymne que les petits Congolais ont chanté. Je crois que c'est pas mal qu'ils soient revenus à la congolaise parce que ça avait été mieux préparé. Excellence, Marien Ngouabi fait de vous son ministre de l'Éducation et aussi son Premier ministre quelque temps après. Votre ascension semble être pas acceptée par les gauchistes du PCT. Alors dites-nous, est-ce que c'est vrai? Et puis comment devient-on ministre, Premier ministre, membre du bureau politique ou membre du comité central ou que sais-je encore?
À brûle-pourpoint, ainsi, il m'est difficile de reconstituer les réactions. Vous savez, dans le domaine politique, vous avez toujours des gens qui sont pour vous, d'autres qui sont contre vous. Et mon principe était que ceux qui étaient pour moi, j'avais besoin d'eux, et ceux qui étaient contre moi, il devait y avoir quelque chose de vrai dans ce qu'ils pensaient, quoi, je ne le savais pas, je devais veiller à m'améliorer. Alors comment devenait-on membre du comité central? Il y avait certes une cooptation, mais une cooptation qui suivait tout un processus. Il y avait des débats dans les régions, dans les cellules, dans les quartiers, etc. Et ainsi un certain nombre de noms émergeaient. C'était un peu, c'était pas par des élections, mais c'était par un système, je dirais, de sondage. Et une fois que ce comité central était en place, j'avoue qu'il était tout puissant. Parce que le comité central, à une époque, c'est lui qui formait les gouvernements. Alors quand il y avait un remaniement, vous imaginez 40 puis 50 personnes qui étaient là, qui s'enfermaient depuis 9 heures jusqu'à 1 heure du matin, quelquefois plus tard, pour former un gouvernement. Jamais personne n'était d'accord. Et alors, il y a eu une évolution, après on a dit non, on nomme un gouvernement, puis un bureau politique qui aura cette responsabilité, tant pis pour eux, ça ne nous empêchera pas de nous critiquer. Mais les responsables du gouvernement, dans ce cadre monopartique, devaient rendre des comptes. Ils savaient qu'ils avaient des comptes à rendre et ils en tenaient compte. On ne voyait pas de gens en faire simplement à sa tête parce que très rapidement, ils pouvaient être démis. Excellence Marien Ngouabi, vous prenez comme un homme de justice et avec beaucoup d'équité, au point où il vous a nommé président de la Cour de justice pour juger les révolutionnaires, les partisans du maquis de Ange Diawara. Il paraît vraisemblablement, excusez-moi, que vous êtes son homme de confiance, n'est-ce pas? Je ne crois pas que j'étais l'homme de confiance du président Marien Ngouabi. J'étais une personne, pour reprendre le vocable d'alors, un camarade auquel il avait confiance. Mais je crois qu'il avait d'autres hommes de confiance. Vous parlez de la Cour révolutionnaire de justice. C'est un souvenir extrêmement dur pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait eu l'année précédente, en 72, donc la tentative de prise de pouvoir du lieutenant Ange Diawara. Elle échoue et un certain nombre sont arrêtés et d'autres prennent le maquis d'Ange Diawara. Et c'est une longue histoire. Le président Ngouabi, à un moment, lance même un appel à Ange Diawara pour qu'il vienne et qu'il se rende en lui garantissant la liberté, l'immunité plutôt, et on découvre qu'un certain nombre de personnalités, dont des membres du comité central, sont en liaison avec ce maquis. Et donc c'est une histoire extrêmement grave, et une instruction se fait, et à la suite de l'instruction, on décide, comme ça se faisait à l'époque, qu'il y ait un tribunal révolutionnaire. Mais ce tribunal, je le souligne, ne se faisait pas la nuit de manière cachée, il se fait au grand jour. Tous les débats passaient en direct à la radio et à la télévision. D'ailleurs, les gens ne travaillaient plus. Quand il y avait, on installait la journée continue, qui n'était pas le cas, n'était pas la règle à ce moment-là. Et comment ai-je été choisi? Celui qui avait été choisi dans un premier temps, je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, Obami Itou. Et puis, on apprend que l'avocat des prévenus, notamment de jeunes Français qui sont dans la coopération, et Maître Gisèle Halimi. Alors,
un problème. Maître Gisèle Halimi, ça a été l'avocat du FLN pendant la guerre, des camarades algériens, tout ça, et voilà qu'on va l'avoir en face de soi. Et Ngouabi est extrêmement torturé par cette idée, et il dit nous avons une camarade face à nous. Et à la suite de quoi, il change d'avis, il dit il pense que c'est moi qui devrais prendre la tête de être président de cette cour. J'avoue que je n'ai pas reçu ça avec gaieté de cœur, mais je me considérais comme étant en service commandé. J'ai accepté en me donnant comme objectif de faire la chose de la manière la plus juste, la plus équitable, et de surcroît, je n'étais pas un juriste. Mais il y avait un certain nombre de juristes autour de nous, Ganga Zanzou, je me souviens, etc., qui nous disaient tel, ce qu'il fallait dans la procédure éviter, etc. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'a lieu ce jugement. Je crois que finalement, nous avons bien fait notre travail, parce que s'il y a eu... D'abord, tous les Français ont été libérés. On a tenu compte des aspects diplomatiques. Il y a eu des négociations avec Gisèle Halimi. Elle raconte ça très bien, pas dans son dernier, mais dans son avant-dernier livre, dont j'ai oublié le titre. Il y a tout un chapitre qui est consacré à cela. Et elle m'avait même appelé avant pour voir si elle ne se trompait pas dans ce qu'elle allait écrire. Et je dois dire qu'elle avait une mémoire plus fidèle que moi parce qu'elle avait pris des notes. Et quand le livre est sorti, elle me l'a envoyé. Et je dois dire qu'elle a été très fidèle à la réalité. Donc il n'y a eu aucune exécution capitale. Il y a eu des gens qui ont été condamnés à mort, mais par contumace. Et le reste... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Lissouba qui a été condamné, qui a été relaxé au bénéfice du doute, ainsi que Sylvain Bemba. Et pour dire la vérité, nous étions l'objet de pression. Mais j'ai résisté aux pressions. Ce n'était pas facile parce que en résistant aux pressions, dont y compris le président Ngouabi lui-même, qui par moments s'emportait, vous voyez, je dis tout, je mets tout sur la table. Et eh bien, nous lui expliquions, parce que le président Ngouabi avait une très grande qualité, c'était un homme qui était capable de s'emporter, mais qui tout de suite après réfléchissait sur ce qui était fait. Je vais vous donner un exemple qui pour moi est important. Un an plus tôt, il y a donc cette affaire du 22 février. 30 personnes sont condamnées à mort, parmi lesquelles, je cite, Ambroise Noumal-Zalaï. Pas par nous, hein, par un tribunal militaire qui a siégé, je ne sais pas comment, mais on nous amène au comité central, à ce qui restait du comité central, parce que la moitié du comité central était dans l'affaire du 22 février. On nous amène cela à l'hôtel de ville où nous sommes le reste du comité central, la CSC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, peut-être l'UJSC. Le président Ngouabi fait une séance globale et dit, bon voilà, suivant les résultats de la Cour, 30 personnes doivent être exécutées demain matin à l'aube. Là-dedans, il y a un ancien Premier ministre, Noumazalaï. Et je vous demande de vous prononcer. Il ne dit pas quelle sera sa position. Et à ce moment-là, la tendance générale est pour la dureté. Mais nous sommes un certain nombre, 5, qui nous déclarons que, quelles que soient les fautes qu'ils ont commises, il ne faut pas qu'ils soient exécutés. En gros, chacun des 5 était contre le principe de la peine de mort. Et puis, 2 ou 3 ne prennent pas vraiment position, mais on sent qu'ils ont des réticences à la peine de mort. Et à la fin de la séance, je ne l'oublierai jamais jusqu'à mon dernier souffle, le président Ngouabi se lève, fait la
comment appelle-t-on ça, lance la devise du parti et s'arrête parce qu'il ne peut plus, il est ému, il pleure. Il est raccompagné par les deux qui restaient du bureau politique, Pongui et un autre, j'ai oublié lequel, qui l'accompagne jusqu'à la sortie. Il le laisse aller dans sa voiture, et Pongui, qui était un des ceux qui étaient contre la peine de mort, réunit tous ceux qui étaient contre la peine de mort, et plus les hésitants. Parmi le groupe, il y avait, l'histoire est amusante, il y avait un certain capitaine Sassou et un commandant Yombi. Et nous nous trouvons donc 7. On monte c'est pas le palais, à l'état-major où habitait le président Gwabi, qu'on trouve dans son appartement le soir, et effondré. Il nous reçoit de manière bourrue comme il en avait l'habitude. Et nous lui disons, bon, camarade président, la majorité a décidé, comme vous l'avez dit, qu'il fallait faire des exécutions capitales. Nous, on vous l'a déjà dit, nous sommes contre, nous sommes la petite minorité, mais si un jour, vous avez déjà gracié Kolela, parce qu'il avait gracié Kolela quelques années plus tôt pour une affaire d'armes, si un jour, si ces gens sont exécutés, plus tard, l'histoire, c'est pas tous ceux qui sont là, c'est pas nous qui emporterez le prix, c'est vous. Vous êtes président de la République, vous avez le droit de consulter qui vous voulez, mais vous avez le droit de grâce. Nous vous demandons d'en faire acte. Il nous regarde comme ça, il réfléchit, etc. Et puis finalement, il dit, bon, il en sera ainsi. Et à ce moment-là, nous nous réunissons pour prendre la décision que les malheureux, il ne faut pas les laisser en prison. Parce qu'il y a déjà eu des bavures. Il y a Franklin Bukaka et puis Ixou, etc., qui ont été liquidés, c'est le terme, et on ne veut pas que ça se reproduise. Et donc, on dit qu'il faut les retirer de là, vite dans la nuit, et ça, c'est le capitaine Sassou et le commandant Yambi qui sont chargés de l'opération, et de préparer rapidement des structures à l'intérieur. Alors évidemment, nous avons été accusés par la gauche extérieure de déporter des gens à l'intérieur, mais ils ne savaient pas tout le contexte. Si on n'avait pas déporté ces gens-là, si on ne les avait pas envoyés dans les régions, aujourd'hui ils ne seraient pas vivants. Mais moi je suis très heureux. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Ce n'est pas tellement pour le rôle ou la position qui a été la mienne, mais c'est pour vous montrer qu'on avait le sens et le souci du débat. Et quelquefois je me demande, en tant qu'intellectuel, je suis pour la démocratie, parce que j'aime dire la vérité. Vous voyez, je vous parle sans phare. Peut-être que cela va me créer des problèmes de parler comme ça. Mais les intellectuels, on a besoin de parler librement. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que dans la démocratie, il y ait moins de débats qu'il y en avait à cette époque-là au sein du parti. Vous me direz, tout le peuple ne participait pas au débat. Il participait dans certaines manières. Et je ne le dis pas pour revenir au parti unique, mais pour qu'on réfléchisse effectivement dans la construction de notre société, dans le parti unique. Il y avait peut-être certaines méthodes qu'on a jetées aussi, tout comme on a tout voulu jeter de la colonisation, et qui font partie de notre histoire et qui étaient utiles. Est-ce qu'on ne peut pas réintégrer cela dans la démocratie, c'est-à-dire utiliser tout notre patrimoine politique, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'on crée une démocratie à la congolaise que nous comprenons. Le CMP s'accapare du pouvoir après l'assassinat de Marien Gwabi et vous êtes ministre des Finances du CMP de Yombi au Pango. Et puis advient le mouvement du 5 février. Denis Sassou Nguesso vous maintient au même portefeuille de mémoire de Congolais et au dire du producteur de cette émission, M. Norbert Davira, malgré le fait que vous ne soyez pas de formation économiste, vous restez à ses yeux l'un des meilleurs ministres des Finances, car à cette époque, le Trésor jouait encore son rôle de caisse unique de l'État, et le Congo n'était pas émaillé de comptes à l'étranger.
Les procédures au Trésor répondaient aux normes déontologiques. Le ministre des Finances que vous étiez n'était pas devenu le plus riche du Congo. Comment aviez-vous fait pour ne pas vous laisser corrompre par l'argent et le pouvoir? Vous avez raison. En ce qui concerne la richesse, c'est raté de ma part. Mais je voudrais expliquer quelque chose, puisque votre émission est faite, au fond, pour éclairer l'histoire. Le président Sassou me conserve comme ministre des Finances. Il me conserve d'autant plus facilement que c'est lui qui m'a choisi. Après la mort du président Gwabi, quand le président Gwabi est assassiné, je me trouve en France. Je m'y trouve envoyé par le président Gwabi pour essayer de régler. Je ne suis plus Premier ministre, j'étais dans ma traversée du désert et nous avions eu des échanges assez durs l'un et l'autre et puis nous nous sommes réconciliés. Et il me dit, écoute, je t'envoie en France, je voudrais que tu négocies telle chose. Ça concernait le pétrole. J'y vais et c'est là-bas que nous apprenons l'assassinat. C'est Rodolphe Adada qui lui était le ministre, le technicien qui prenait le relais après nos négociations. J'étais, je crois, avec Ebaka. Et quand nous apprenons ça, tous les vols du Congo, le Congo est coupé de tout, les frontières, et le président, le commandant Sassou à l'époque, nous appelle et nous dit qu'il faut rentrer au pays, c'est très grave. Nous prenons l'avion, nous laissons Adada là, et nous arrivons, bon, il y a tout ce que vous savez ensuite, et quand il s'agit de former le nouveau gouvernement, j'ai été reçu par le commandant Sassou, qui me dit, écoute Henri, tu sais que le président Gwabi voulait te faire reprendre les affaires. Et nous, on pense qu'il faudrait que tu sois dans notre équipe. Et je dis oui, mais c'est difficile de dire ça aujourd'hui que le président Gwabi n'est pas là. Il y avait un accord entre lui et moi que je voulais prendre du large et aller dans une organisation internationale. Il m'avait donné son accord, mais il m'avait dit de réfléchir encore. Il me dit oui, mais ton pays est en difficulté. Réfléchis bien, me dit le commandant Sassou. Et je lui réponds, bon, on ne laisse pas tomber son pays dans ces moments-là, mais prends note que je veux aller dans une organisation internationale. Il dit, bon, on en reparlera plus tard. Et je rentre chez moi. Et il me rappelle le lendemain, et il me dit, alors tu as réfléchi? J'ai dit, bon, d'accord, je serai bien aux affaires étrangères parce que j'ai fait qu'1 an aux affaires étrangères. Et il sourit, il me dit, mais c'est pas là que je te vois, on a besoin de toi pour traiter avec l'extérieur, mais sur quelque chose de plus solide, c'est les finances. Alors, je ris, je dis, Denis, parce qu'on s'appelait comme ça, je dis, Denis, tu me vois, moi, financier? Je suis un littéraire. Il me dit, mais la politique, la direction politique, c'est pas nécessairement être technicien. Il faut t'organiser. Je dis, bon, alors tu oublies ça, c'est les affaires étrangères ou rien, et je suis parti chez moi. Et puis, j'entends à la radio que je suis ministre des Finances. Étant donné nos liens, qui reposaient sur des choses que l'émission ne m'a pas donné l'occasion de dévoiler, je dis, je ne vais pas lui faire ce coup, et puis je ne vais pas faire ça au moment où le pays est dans une situation, nous ne savions pas où est-ce que nous allions aller. Et j'accepte d'être ministre des Finances. Alors, pour en venir à votre question, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, écoute, tu ne sais rien, mais tout est dans l'organisation. Et j'ai fait 2 choses. J'ai décidé de m'appuyer sur mes techniciens, qui eux n'étaient pas engagés politiquement, qui étaient très durs avec le politique. Mais j'avais des séances de travail avec eux, et le principe était qu'ils pouvaient tout dire. Quelquefois, c'était blessant pour moi. Et
Et parce que moi, je représentais l'intérêt du gouvernement. Mais ils m'ont appris, c'est moi qui prenais la décision. Et j'ai toujours maintenu cette ambiance. Et quant au Trésor, la différence, j'estimais qu'il y a la caisse de l'État et puis moi j'avais mon salaire de ministre. Hein. C'est tout. Et je crois que de ce point de vue, je n'ai aucun regret. Je ne pense pas que j'ai été le meilleur ministre des Finances. Il y a eu d'autres ministres des Finances. Mais peut-être que les gens disent ça parce que quand on allait à l'Assemblée, je faisais un gros effort pour expliquer les choses. L'entrée des revenus, notamment du pétrole, etc. Je le faisais d'autant plus facilement que moi-même, j'avais été obligé d'apprendre et de comprendre. Et voilà, c'est ce que je peux dire de cette expérience. Mais effectivement, après cette expérience, d'abord, j'ai mieux connu mon pays, qu'étant ministre des Affaires étrangères ou Premier ministre. Je veux dire par là que j'en ai connu les limites, j'ai mesuré quelles étaient les difficultés, et j'ai compris qu'un bon ministre, c'est celui qui sait s'entourer de gens capables, qui les écoutent, pas automatiquement pour les suivre, mais il faut qu'il les écoute avant de prendre sa décision. Et pour vous donner un exemple, quand j'ai été nommé ministre des Finances, j'avais une idée, j'ai dit on va sortir de la zone franc. Et j'ai fait travailler des équipes là-dessus. Et après avoir écouté toutes les équipes, j'ai dit non, on ne doit pas sortir de la zone franc. Et du coup, j'ai été le plus grand défenseur de la zone franc. Et l'année où j'ai été nommé ministre des Finances, il y a eu la réunion d'ailleurs des ministres de la zone franc à Brazzaville. Et j'apprends qu'il va y en avoir une autre cette année, je m'en réjouis beaucoup. Excellence, quelle est votre opinion sur le déroulement de la conférence nationale? Elle a pris 4 à 5 mois de parable. La conférence nationale, il y a deux choses. Il y a d'une part ses résultats. Bon, je crois que ces résultats, c'était sans doute important. Mais son déroulement, je ne pense pas que c'est ce que nous ayons réussi de mieux. 6 mois. Les grandes conférences nationales, celle qui a servi du modèle au Bénin, elle a duré, je crois, moins de 15 jours, peut-être 15 jours. Et par ailleurs, moi, je n'aimais pas l'atmosphère de la conférence nationale. J'y suis venu, j'ai participé, je ne suis pas resté les 6 mois, je suis venu 2 fois 15 jours, parce que je travaillais, j'étais fonctionnaire international, et j'avais constaté que il n'y avait pas de véritable légitimité de tous les groupes qui étaient là, et que l'esprit de règlement de compte, de vengeance, dont je comprenais les motivations, l'emportait sur le véritable désir de la réflexion sur notre situation et notre avenir commun. D'ailleurs, la suite de l'histoire a montré que la conférence nationale n'a pas semé les bases de quelque chose de solide comme une autre conférence nationale, encore une fois, celle du Bénin. Mais c'est facile de critiquer après coup, et en quelques mots, je ne peux pas en faire une analyse profonde. Je voudrais dire en passant, par exemple, qu'il y a un certain nombre de choses fausses qu'on a laissé dire au moment de la conférence nationale et qui auraient dû être redressées à ce moment-là. Mais c'est quelque chose sur lequel les gens sont extrêmement susceptibles. Peut-être qu'ils ne le sont plus, après les tragédies que nous avons vécues. Excellence, vous étiez sous-directeur à l'UNESCO. Peut-on savoir c'est quoi l'UNESCO et quel est le rôle qu'il joue sur la scène internationale? Il faut se reporter à son acte constitutif pour comprendre ce que c'est que l'UNESCO. L'UNESCO a été créée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'une association de personnalités dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, des arts et de la communication. Et ces personnalités s'interrogent sur le conflit qui vient d'avoir lieu en Europe, avec notamment les drames causés par le nazisme, les crimes,
Et ils se disent il ne faut plus que ça se reproduise. Alors ils créent une organisation et comme le dit l'acte constitutif dans une phrase très belle qui est due au poète américain John McLeish, la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les barrières de la paix. Alors, on le voit, l'UNESCO n'a pas été créé pour construire des écoles, mais pour faire en sorte que les hommes puissent se comprendre, etc. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, le monde a évolué. Nous, nos pays n'étaient pas à la création de l'UNESCO. Nous étions, comme j'aime à dire, dans les souterrains de l'histoire. Et nous apparaissons et avec des besoins. Et alors, il y a l'autre aspect de l'UNESCO qui est celui de l'assistance. Assistance multilatérale. Au début, l'UNESCO avait des moyens pour cela. Et des moyens qui étaient financés par le PNUD. Et puis petit à petit, ces moyens se sont libérés. Alors l'UNESCO, aujourd'hui, son grand drame, à mon sens, c'est qu'elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Mais l'idée en est extrêmement belle. Et quand l'UNESCO a jeté, par exemple, l'idée de la culture de la paix, que nous reprenons aujourd'hui, et qui n'est pas facile. Et je crois que la démocratie, la paix, etc., sont des choses, des valeurs qui sont dont la réalisation et le respect est d'abord d'ordre culturel. Et je crois que de ce point de vue, l'UNESCO est une belle machine. Peut-être qu'elle doit être repensée en fonction du monde actuel et des ressources qui peuvent être les siennes. Excellence, si vous avez des conseils ou des reproches post-scriptum à faire à tout le monde, que diriez-vous? Il m'arrive de penser effectivement à ce que devrait être mon testament et de songer à le rédiger. Testament spirituel, j'entends. Et je crois que c'est un devoir pour chacun d'entre nous, parce que nul d'entre nous n'est immortel. Si on me demandait les leçons que je tire de la vie, je dirais c'est qu'il n'en faut pas tirer de définitive, parce que la vie est un processus. Je dirais simplement, pour moi, le plus important a été de toujours apprendre. Plus on apprend, plus on se rend compte de l'immensité de son ignorance, et beaucoup de drames que l'homme et les sociétés connaissent proviennent au fond de l'ignorance. Lorsque on décide de tuer son voisin, c'est parce qu'on oublie que c'est un être humain, c'est parce qu'on est pris dans un système comme ça, avec des œillères. Donc, pour le reste, je dirais aux gens, il ne faut pas pleurer. Il fallait pleurer sur mes malheurs quand j'étais vivant. Maintenant que je suis mort, eh bien, s'il vous plaît, continuez la vie. Faites qu'elle soit moins dure qu'à l'époque que j'ai connue. Mais moi-même, j'ai trouvé qu'elle était plus douce que celle qu'ont vécu mes ancêtres. Je préfère avoir vécu au XXe siècle, malgré tous ces drames, que d'avoir été un esclave déporté sur les bateaux négriers. Donc moi je suis de ceux qui pensent que l'histoire avance, même si quelquefois elle passe par des sinuosités, qu'elle donne l'impression de reculer. Je ne pense pas, parce que l'homme, il y a toujours quelqu'un qui se lève pour regarder vers l'avant et qui propose qui propose de continuer la marche même autour des morts. Et au fond, les morts, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Eh bien, c'est de continuer la vie.
Excellence, il se pose le gros problème dans le système d'éducation. La scolarité est devenue aléatoire. Les élèves de l'école primaire, dans certaines écoles, apprennent à même le sol. La situation phytosanitaire périclite. L'avenir des jeunes n'est plus tout à fait rassurante. Le chômage, le banditisme, la délinquance semblent trouver son vivier naturel dans la démocratie pluraliste au Congo. Tout semble tourner au cauchemar. Bref, des mots certainement récurrents pour tous les pays africains. Que peut-on faire? Nous n'avons pas le droit de nous résigner. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux, ils existaient déjà. Ce qu'il y a, ils se sont amplifiés. Ce que je sens dans votre question, c'est le désir d'attirer l'attention des dirigeants à tous les niveaux sur la nécessité de prêter l'attention aux problèmes sociaux. Nous avons tendance, notamment sous l'effet de la pression des organisations internationales du système de Bretton Woods, à privilégier l'économie. Or, si les problèmes sociaux ne sont pas réglés, les problèmes économiques iront en devenant de plus en plus difficiles. Je ne dis pas qu'on peut tout régler, mais il faut qu'on sente un intérêt, un souci de nous tous, des dirigeants, sur les problèmes qui sont ceux de notre société et notamment ce que vous avez souligné, l'éducation, la santé. Mais je ne peux pas donner de leçons. Je veux simplement dire qu'il ne faut pas se les cacher, les mettre de côté. Il faut peut-être les aborder. Peut-être qu'il faut que nous nous serrions plus la ceinture. Excellence, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et veuillez vraiment nous excuser pour la chaleur qu'il y a eu sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention. Nous vous disons au revoir et prochainement sur la même chaîne.